Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, bonjour à... Nous voici donc pour cet Oscillo Gaming 3, troisième format. Donc, bon, pour cet Oscillo, je serai tout seul sans Edern, parce que voilà, ça suffit largement. Je vais attendre un peu qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive, parce qu'on a dit qu'on commençait à 17h30. Donc bon, on va attendre un peu que tout le monde arrive avant de se lancer. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des remarques par rapport aux oscillos d'avant, des choses que vous voudriez qu'on améliore, je suis preneur de vos remarques. N'hésitez pas. Voilà, voilà. Je vais encore attendre 2-3 minutes, histoire que tout le monde se connecte, parce que c'est vrai que c'est un peu. Pour certains, c'est un peu compliqué. On m'a déjà fait des retours et tout. Donc, on va essayer de faire un peu. Voilà, voilà. Donc après, normalement, oui, bon, le slide sera accessible comme les fois d'avant, tout comme avant. Et voilà. Sinon, cette semaine, on va parler de choses un peu plus... un peu de certains dossiers spécifiques et de manière de faire du marché. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis surtout, voilà. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas avec vos questions. Je sais que j'en reçois quelques-unes, j'en réponds. Je réponds à certaines. Enfin, je réponds à toutes. Mais il y en a certaines, j'ai déjà répondu d'autres dans les lives, d'autres non et tout. Mais surtout, voilà, essayez de rendre ça dynamique. Parce que je pense que c'est la meilleure moyen que vous appreniez tous. Et ces lives, c'est surtout pédagogique, on va dire. Voilà. Bon, alors, et bon, on va y aller, hein. Donc je suis ravi de vous retrouver pour cet oscillo numéro 3. C'est le troisième de la semaine. Donc encore une fois, on répète. Je vais répéter assez souvent au début en tout cas. Oscillo numéro 3, ça correspond à la troisième semaine de 2021. Donc on est sur les datas de la semaine du 11 au 17 janvier et pour les consoles du 18 au 24. Voilà. C'est important de le savoir parce que vous avez un décalage. C'est normal qu'il y ait un décalage dans les données. C'est toujours comme ça pour tous les secteurs. On marche comme ça avec un décalage de données. Donc voilà. Donc un avant-propos comme à chaque fois. Toutes les valeurs dont on parle, c'est absolument pas des recommandations d'achat ni des recommandations de vente. C'est à titre purement informatif. Ni Agora ni moi-même ne vous sollicitons pour acheter les valeurs dont on parle. Voilà, vous êtes libre. C'est vraiment purement informatif. On discute du marché. Et si vous avez envie d'acheter ou de vendre une valeur qui est citée dans le PowerPoint, je vous encourage à prendre rendez-vous ou à prendre des recommandations auprès de conseillers financiers agréés ou d'un courtier. Voilà. Continuons. Alors cette semaine, le truc le plus qu'on va juger le plus important, c'est le comeback de Microsoft. Alors, pourquoi est-ce que c'est le comeback de Microsoft? C'est assez simple, c'est parce qu'en fait, on a eu une mise à jour de data. Donc, en fait, il faut savoir, quand on fait des analyses comme ça, des fois, ça arrive qu'il y ait des soucis. En fait, il y a des pays, c'est difficile d'avoir les remontées de data et tout. Et du coup, quelques fois par an, 3, 4 fois, ça dépend des années, des fois plus, on ajuste la donnée. On ajuste la donnée de vente, on ajuste les données, et du coup, c'est pour ça que si vous suivez l'oscillo toutes les semaines, vous pouvez voir à certains moments, il y a ou des ventes qui sont en recul ou des ventes qui sont fortement en hausse. C'est parce qu'on a ajusté la donnée. Alors pourquoi est-ce que ça se finit comme ça? Alors généralement c'est soit dû à des données qui sont fournies directement par l'éditeur, ou en l'occurrence voilà, qui nous permettent d'ajuster ces données, soit tout simplement, ça peut aussi être dû à des mauvais reports de certaines zones. Alors, c'est très fréquent à Noël, par exemple. Vous avez beaucoup de mal auprès des consolidateurs de data d'avoir des reports des magasins qui sont faits efficacement, et vous avez certaines chaînes qui reportent tardivement leurs ventes ou qui n'ont pas bien reporté leurs ventes, et du coup ça donne lieu à ce genre de petits soucis de mise à jour de data. C'est pour ça que quand vous étudiez les oscillos comme ça et les données, il faut toujours faire attention, c'est pas une donnée qu'on peut juger totalement pertinente à 100%. C'est une aide à la décision, ça vous donne un sentiment de marché, mais tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut vraiment l'ajouter à d'autres data, vérifier d'autres choses pour vraiment que vous ayez un trend, que vous puissiez analyser et tout. Sinon, ça a peu de sens.
Donc voilà, donc en l'occurrence, là ce qui se passe, c'est que cette semaine-ci, on fait un ajustement de data, et on fait un ajustement de data à la faveur de Microsoft. Hein. Donc ça veut dire que Microsoft monte énormément dans l'oscillo, et après on a aussi autre chose, on a les premiers chiffres de Sony, qui sont des chiffres encourageants pour Sony, mais qui montrent aussi une chose, c'est que Sony vend sa PS5 à perte pour le moment, et ça je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, c'est important de le comprendre, la courbe de progression des consoles est extrêmement importante, mais souvent on les vend à perte au début. Alors je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Voilà. Donc avançons. Donc ce qu'on voit, c'est que du coup, ce qui se passe, c'est que la Xbox monte énormément. Hein. Elle a pris quasiment un peu plus de 500 000 ventes en plus avec l'ajustement de données, un peu plus même, 700 je crois. La PS5 bouge pas beaucoup, elle a un peu perdu des ventes, mais pas énormément. Bon, la Switch repasse sous les 400 000 ventes, mais elle est quand même au-dessus si on la compare à ce que faisait la Wii à date équivalente de la sortie. Hein. Donc c'est toujours un très très bon trend pour la Switch, et c'est assez impressionnant que Nintendo arrive à maintenir ce trend. Voilà, c'est vraiment. Après, ils ont sorti beaucoup de cartouches, ils ont sorti Animal Crossing et tout. Il faudra voir si cette année Nintendo arrive à maintenir ce trend ou s'il va perdre l'avance qu'il a repris en l'année 2020 par rapport à la Wii. Alors, ça, c'est un problème. Il y a quelques analystes qui en parlent. C'est le risque, effectivement, pour Nintendo de perdre son avance cette année. Et du coup, voilà. Ah, vous m'entendez pas? Et du coup, voilà. Ah, vous m'entendez pas? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il m'entend? Parce que normalement, moi je m'entends. Hein. Donc sur l'enregistrement, c'est bon. Et j'ai l'image. Mais il semble que certains aient pas de son et pas d'image. Ah voilà, ça marche pour les autres. Ok. Donc oui, effectivement, Redry essaye de relancer. Voilà. Je sais pas pourquoi chez toi ça marche pas. Peut-être aussi c'est parce que t'as pas activé le son en bas. Ça, je peux pas te dire. Voilà. Du coup, recommençons. Donc, on en était. Donc voilà. Donc la Switch, le problème de la Switch, ça va être cette année. Effectivement, est-ce qu'ils vont pas perdre l'avancée qu'ils ont eu en 2020 avec les super ventes d'Animal Crossing et un catalogue qui a été assez fourni, y compris en jeux remasterisés, et qui s'est très bien vendu et qui a permis de reprendre de l'avance. Alors que c'est vrai qu'avant, la Switch avait un petit peu de retard sur la Wii, qui était vraiment une console exceptionnelle au niveau des ventes de la première génération. Avant le plantage de la Wii U. Mais effectivement, voilà, ça serait une très très bonne chose à voir chez Nintendo. Et il faudrait rester au-dessus des 250 000 ventes par semaine pour être vraiment sur un trend de qualité. Et il faudrait aller voir les 400 000 ventes à certaines périodes de l'année, donc avant les vacances, ce genre de choses. Donc on va attendre un peu de voir les nouveaux jeux que vont nous proposer Nintendo cette année pour voir si le trend voilà, est toujours un trend de qualité ou pas. Après, bon, sur les consoles de génération inférieure, bon, vous avez des ventes qui baissent. Bon, ça reste normal, hein, c'est la manière de faire actuelle des consoles. Hein, elles vont doucement finir leur vie. Vous avez encore un peu de stock à vendre. Voilà, Sony a déjà dit qu'il arrêtait la production. Microsoft fait de même. Voilà. Là où c'est vraiment intéressant, c'est effectivement c'est la prise de part de marché de Microsoft. Alors il faut comprendre que généralement Microsoft a une part de marché assez faible dans les consoles, c'est-à-dire par rapport à Sony, c'est-à-dire si on soustrait Nintendo qui est vraiment la part de marché dominante, mais qui est au-delà du segment hardcore gamer des deux autres et qui s'adresse à un public beaucoup plus large. Si on voulait vraiment la compétition frontale entre Sony et Microsoft, vous aviez toujours une grande longueur d'avance de la part de Sony. Ils sont arrivés sur le marché avant Microsoft et Microsoft n'a jamais réussi à rattraper ce retard entre guillemets à l'allumage puisqu'ils sont arrivés avec la Xbox après Sony qui arrive avec la PlayStation bien avant. Donc ce qui est très très important sur l'oscillo de cette semaine, c'est qu'on voit qu'effectivement avec le réajustement de data des ventes,
Microsoft serait assez proche de Sony et gagnerait entre 15 et 20 points de part de marché par rapport à la génération précédente. Alors ça paraît énorme, il faudra voir si c'est dû vraiment au côté short supply de chez Sony qui permet pas la vente correcte des consoles ou si vraiment ça montre que c'est un trend extrêmement important. Il y a des données quand même qui commencent à remonter qui sont intéressantes pour Microsoft. Par exemple, il semblerait qu'en Afrique, la Xbox se vende plus que la PS5. Il semblerait que sur certains territoires comme ça, voilà, il y ait vraiment un changement de position dominante. Et après, il faudrait aussi retraiter ces ventes des ventes en Corée et au Japon, parce qu'il est vrai qu'en Corée et au Japon, c'est des territoires archi dominés par Sony, où Microsoft aura peu de chances un jour d'émerger. Vraiment, c'est des marchés, voilà. Donc il faudrait soustraire ça pour avoir une part de marché vraiment claire et être sur le reste du monde, soustraire ces deux marchés et voir un peu comment ça se passe. Et je pense que si on soustrait le Japon et la Corée, effectivement Microsoft a réussi à lancer de façon assez bonne sa Xbox et à prendre beaucoup de parts de marché. Voilà, voilà. Donc, nous voilà sur la remontada. Alors, chez Sony, ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils ont publié les comptes du troisième trimestre, en fait. Et ce qu'on voit dans les comptes du troisième trimestre, donc en dehors de toutes les autres business units de Sony, dont on ne va pas parler ici, mais il y en a beaucoup, on s'intéresse exclusivement à la business unit Game and Network Service. Alors ce qu'on voit dans la business unit Game and Network Service, c'est qu'elle a profité largement de la sortie de la PS5. Les chiffres sont en hausse, mais la rentabilité est légèrement en hausse. Alors pourquoi elle est que légèrement en hausse? Sony nous le dit parce que la PS5 est vendue à perte pour le moment. C'est-à-dire qu'elle coûte plus cher à Sony à fabriquer que ce qu'elle est vendue. Alors pourquoi ça? Alors vous avez beaucoup de choses. Déjà, en ce moment, vous avez un coût des containers qui est haut, j'en ai parlé la semaine dernière. Ça affecte le prix de vente et ça l'affecte de manière assez importante. Vraiment, c'est pas quelque chose de négligeable, c'est plusieurs dollars de coût en plus par console. Ça commence à faire. On n'a jamais été sur les consoles sur des choses qui margeaient à 50%. Vous n'êtes pas sur du produit Apple, c'est totalement différent. Donc vous avez déjà le moindre dollar est à prendre. Vous avez autre chose aussi, c'est que vous avez un short supply au niveau des semi-conducteurs, donc vous avez un pricing power qui est du côté des créateurs de semi-conducteurs, et donc Sony et Microsoft sont obligés de s'aligner un peu sur des prix pour sécuriser de la production, et ça, c'est pas bon au niveau du prix. Et après, ça vous montre bien aussi une chose, c'est que dans le milieu du jeu vidéo, ce qui compte, c'est la plateforme. Ce qu'on vient chercher, c'est la plateforme. Donc en fait, les acteurs sont prêts à vendre à perte au début. Pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à vendre à perte au début? Parce qu'en fait, là où ils vont faire de l'argent et beaucoup d'argent, et Sony vous le montre bien parce que ses chiffres sont en hausse malgré le fait qu'il a fait d'énormes pertes en vendant la PS5. Pourquoi? Parce que les gens, ils consomment sur le PlayStation Store. Et quand ils consomment sur le PlayStation Store et qu'il y a de plus en plus de gens sur le PlayStation Store, c'est de la marge pour Sony. Parce qu'il y a peu de coûts en fait. Le coût d'infrastructure d'un PlayStation Store, il vous paraît très très élevé, mais en fait, une fois que vous avez atteint une taille critique, entre guillemets, voilà, vous avez beaucoup de marge. Et c'est ce que vous avez dans toutes les créations de logiciels. Facebook, c'était la même chose. Ça coûte très cher de maintenir le réseau social Facebook parce que c'est une énorme architecture. Mais une fois que vous avez atteint les milliards d'utilisateurs, que vous êtes au top du top et que vous avez une exploitation aux petits oignons, là, vous allez faire de la marge de manière considérable. Et donc, ce que viennent chercher ces acteurs, c'est ça. C'est des joueurs, les capturer au sein de leur plateforme, et après, ils vont dépenser dans leur plateforme et tout. Et ça, c'est un vrai chiffre, parce qu'avant, effectivement, on essayait de marger sur la console, parce qu'après, les joueurs, ils allaient dépenser en magasin. Et Sony et Nintendo et Microsoft touchaient pas forcément tout le temps les royalties qu'ils voulaient. Maintenant, avec le système de store, c'est totalement différent. Et donc, du coup, vraiment, on est là sur la plateforme. Et on vient chercher ce business de plateforme, et c'est très important de le comprendre parce qu'on n'en est qu'au début. Et donc c'est vous dire à quel point ce business de plateforme pour ces acteurs-là, il peut être très très rentable à long terme, et il peut créer beaucoup de cash flow. Et vous comprenez du coup pourquoi Microsoft, malgré le fait que ce soit une business unit qui a eu du mal, ils continuent à investir fortement dedans, parce qu'ils se disent que s'ils arrivent à avoir la taille nécessaire sur cette plateforme et à être vraiment en avance, et ils ont réussi à l'être,
parce que sur le Game Pass, ils ont vraiment avancé beaucoup plus vite que tout le monde et ils sont en train de créer un Netflix du jeu vidéo. Et donc quand ils auront fini cette transition et tout, effectivement, ils pourront vous dire que ils ont réussi un coup phénoménal. Et même s'ils ont raté leur introduction dans l'univers de la console, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais atteint la part de marché qu'ils voulaient, ils ont bien anticipé le mouvement vers l'économie de consommation et d'abonnement, et ils sont allés très vite sur un live payant là où les autres ont mis beaucoup plus de temps en ajoutant de la qualité, et après ils sont allés très vite sur des jeux par abonnement, là où les autres ont un peu attendu au début, et ils sont en train d'en récolter les fruits, mais ce qu'on voit c'est que même Sony en récolte les fruits, parce qu'il arrive justement à atteindre cette taille, et donc pour la Sony, le besoin impérieux, c'est de vendre des consoles à l'heure actuelle, de loquer les joueurs Sony sur la plateforme Sony, sur la plateforme PlayStation. Et pourquoi ça? Parce qu'il faut absolument que ces joueurs-là, ils restent joueurs Sony et qu'ils ne deviennent pas joueurs Microsoft ou joueurs PC, pour donner toujours plus de puissance à cette plateforme et lui donner un intérêt dans l'univers. Donc c'est très important de voir le nombre de joueurs, et donc plus que les ventes, ce qu'il faudra regarder, c'est quelles sont les parts des joueurs qui étaient avant full Xbox et qui sont devenus full PlayStation et vice versa. Ça, c'est vraiment une métrique très intéressante. On l'aura que bien plus tard parce que ça demande des études un peu plus poussées. Mais ça, c'est une métrique très intéressante parce qu'en fait, si les gens ont les deux consoles, bon, bah, ça veut dire qu'ils aiment les deux. Ils vont jouer plutôt à l'une ou à l'autre suivant les exclusivités, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Si par contre, vous avez une grande marge de vos clients qui sont chez vous et uniquement chez vous, ça, c'est une très très bonne métrique et ça vous permet de mettre en place ce système de plateforme de manière excessivement rentable. Vraiment. Parce que les éditeurs et tous les autres vont avoir intérêt à venir chez vous. Voilà. Alors après, on va passer aux jeux vidéo de cette semaine. Alors je vais vous dire, cette semaine, on va pas beaucoup rigoler, hein, parce qu'il n'y a pas eu de grande sortie. Il n'y a pas eu de grosse sortie, il y a rien. Donc vous avez toujours le backlog qui est en force. Donc ça vous montre qu'après les sorties de Noël, le back catalogue, c'est toujours un truc qui vend bien. Donc ce que vous avez, c'est que vous avez Call of Duty qui reprend sa première place, et GTA 5 qui redescend, back catalogue si on en veut, hein, genre il est sorti depuis des années et des années, il se vend toujours. Et après, vous avez Just Dance. Alors c'est intéressant, Just Dance, c'est un jeu qui est sorti en fin d'année dernière. Alors pourquoi est-ce qu'il revient sur le top 3? Alors c'est possible que ça soit en partie parce que voilà, les confinements commencent à reprendre dans les pays, donc les gens cherchent des jeux familiales, rigolos, et du coup vous avez une revente du back catalogue de comment ça s'appelle, de une revente du back catalogue de Ubisoft. Voilà, et c'est intéressant parce que c'est vrai que Ubisoft est un des rares sur ce segment-là et qu'ils ont pris une vraie part de marché. Vous avez toujours Mario Kart qui se tient plutôt bien, et vous avez Minecraft qui revient. Alors ça fait très très longtemps qu'on n'est pas vu dans le top. Alors en fait, s'il revient, c'est pour deux choses. C'est parce que déjà sur Twitch, vous avez un nouveau mode de jeu qui fait fureur en ce moment, hein. C'est un genre de PVP c'est un genre de Battle Royale nouvelle génération qui fait vraiment très très recette en ce moment. Et donc du coup ça, c'est un truc qui effectivement fait très bien vendre Minecraft en ce moment. Vous avez autre chose aussi, vous avez la version Switch qui s'est très très bien vendue là. Alors je pense que ça c'est la même chose, c'est parce qu'il y a un peu de confinement, c'est un jeu ludique et vous avez des gens qui rachètent. Voilà, là c'est la même chose. Euh, voilà, il n'y a rien à dire d'exceptionnel, à part qu'effectivement Microsoft en rachetant Mojang pour quelques milliards, pour un peu plus d'1 milliard au début, a fait un très très bon coup parce que effectivement c'est un jeu qui continue à se vendre et que les gens qui pensaient que Minecraft serait un jeu qui, sous l'égide de Microsoft, verrait sa manière de jouer doucement disparaître, c'est pas vrai. C'est un jeu qui s'est installé dans le paysage et qui devient vraiment une licence majeure
et Microsoft arrive très bien à le gérer, et ça montre voilà qu'il y a un talent chez Microsoft pour gérer les jeux vidéo, et un talent que vous ne retrouvez pas partout, hein, parce que effectivement on ne s'improvise pas gestionnaire de jeux vidéo, c'est quelque chose de très compliqué, hein. Ça vous demande énormément de compétences artistiques, de communication et tout, et tout le monde ne s'improvise pas voilà, dans le jeu vidéo. Vivendi a essayé de le faire à travers Gameloft, ils n'ont pas très bien réussi, alors que le secteur du jeu vidéo mobile est un secteur qui a beaucoup évolué et qui était en forte hausse. C'est parce que voilà, vous avez un besoin d'anticiper le besoin des joueurs, d'être réactif, de comprendre le jeu vidéo. Vous ne devez pas trop monétiser, mais quand même monétiser les choses. C'est un peu, voilà, ça vous demande toujours d'être sur le bon plan d'équilibre, et c'est pas facile quand on n'est pas des vrais joueurs, quand on n'est pas avec des vrais joueurs, et c'est pour ça que c'est un business vraiment qui est un business un peu de passionné, parce que pour vraiment le réussir à long terme, il faut être assez passionné et assez bien comprendre les sous-jacents qui est en jeu de part et d'autre. Voilà. Donc après, je voulais vous parler des franchises. Alors j'en ai déjà parlé des franchises, mais c'est un truc sur lequel je voulais revenir. J'ai eu quelques questions sur Twitter là-dessus. Alors en fait, les franchises, généralement, dans le sport, on vous dit vous achetez une franchise et qu'elle performe ou qu'elle performe pas, c'est pas grave, parce que la franchise, c'est rare. Et ce qui est rare est cher. Alors, c'est assez vrai, mais dans le jeu vidéo, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'une franchise peut être une franchise de mauvaise qualité, mais vous installez pas une franchise comme ça. Vous pouvez casser une franchise, c'est déjà arrivé, hein. Il y a plein de gens qui ont fait des jeux vidéo et qui ont cassé des franchises. Par exemple, Zenimax, qui était l'actionnaire de Bethesda, ils ont une franchise qui était très connue, qui était Fallout. On peut dire que les derniers épisodes de Fallout ont un peu cassé la franchise. C'est pour ça que Microsoft a racheté Zenimax pour un prix somme toute, voilà, c'était pas excessif non plus. Alors, mais l'avantage d'une franchise, c'est que la franchise, les gens la connaissent, et donc vous avez, dès que vous avez un jeu de qualité sur une franchise très connue, vous avez généralement des ventes qui vont suivre assez rapidement, parce que vous n'avez pas besoin de faire connaître votre franchise, et vous avez tout l'univers de la franchise qui pousse. Et un truc qui était un bon exemple, c'est Star Wars. Star Wars, il faut savoir que c'est une franchise qui s'est très 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 bien vendue dans les années 2000, 2005 et tout. Puis elle a une période un peu plus avide avec des jeux d'un peu moins bonne qualité, et elle recommence à très bien se vendre. Alors, c'est dû à un travail de Disney derrière qui impose une nouvelle manière de faire. C'est dû à une nouvelle réflexion chez EA qui détient la franchise en exclusivité, enfin qui la détenait en exclusivité jusqu'à la fin de l'année dernière, où effectivement Disney a pris parti d'ouvrir la franchise à d'autres éditeurs et de l'ouvrir en partie à Ubisoft pour faire un jeu qu'on appellera un jeu d'aventure en monde ouvert, donc un peu comme Assassin's Creed. Et ça vous montre bien que chez Disney, les gens ont très bien compris. Ils ont été chercher à choisir les compétences là où elles sont. C'est-à-dire que effectivement, Ubisoft est reconnu pour créer des jeux d'aventure en monde ouvert. C'est des gens, ils sont spécialistes de ça. Voilà, Far Cry, c'est des jeux comme ça. Rainbow Six, pas Rainbow Six, mais comme The Division est un jeu en monde ouvert, Assassin's Creed et tant d'autres. Donc ils ont été là où la compétence était, et ils se sont dit, voilà, on va faire des jeux du monde ouvert hein, comme ça. Et ce que vous voyez cette semaine, c'est que EA a publié ses résultats aussi, et EA nous a annoncé que les franchises Star Wars, ils ont fait 3 milliards d'euros là-dessus, dont 1 milliard rien qu'avec le free-to-play, pardon, Galaxy of Heroes, qui est un free-to-play. Hein. Et du coup ça vous montre toute la force de chez franchise, et quand vous étudiez un acteur du jeu vidéo, il faut toujours que vous regardiez quelle franchise il détient, parce que ces franchises, même si elles vous semblent un peu désuètes, si vraiment elles sont très connues, elles ont de la valeur, et cette valeur, il est très important de la comprendre. Je vais vous montrer, par exemple, il y a un acteur italien qui s'appelle Digital Bros. Digital Bros, c'est un acteur de petite taille, un peu comme Focus Home, qui est un acteur spécialisé italien, un acteur voilà, vraiment, c'est un acteur voilà, de très petite taille. Digital Bros, ils ont édité un jeu qui s'appelle Payday, qui est un jeu qui est assez connu par les joueurs, les aficionados du multijoueur, dont les droits sont détenus par un studio finlandais, qui est un peu en déperdition. Alors Payday, c'est une franchise. Ils ont fait un jeu, ils ont fait un 2, ils ont fait un mobile, et c'est en train de devenir une franchise, et c'est quelque chose qui est très connu. Ce qu'il faut savoir, c'est que
Payday va très très mal. C'est-à-dire le développement de Payday 3 est très en retard, le jeu est très très en retard, donc du coup le studio finlandais a frôlé la faillite, il a fallu que Digital Bros en vienne à la rescousse et tout. Alors il faut savoir une chose, c'est que si Digital Bros arrive à relancer la franchise Payday, effectivement le cours actuel de Digital Bros est vraiment sous-valorisé. Vraiment. C'est-à-dire que vous avez un upside qui est conséquent. Après, est-ce que c'est sûr que Digital Bros va réussir à relancer la franchise? Bah, pas forcément. Et en l'occurrence, maintenant, ils sont en train d'investir fortement pour relancer cette franchise, pour relancer ce studio, sans être sûr d'y arriver. Donc c'est toujours compliqué. Il faut toujours que vous essayiez d'avoir des studios qui ont des franchises de bonne qualité, qui les maîtrisent bien, qui acquièrent des franchises de bonne qualité au meilleur prix possible. Mais il faut savoir qu'une franchise, quand vous partez de zéro et que vous voulez monter une franchise, vous avez un très très gros risque. Avant qu'Assassin's Creed devienne Assassin's Creed, il a fallu qu'Ubisoft investisse beaucoup et rien ne garantissait à Ubisoft qu'ils allaient réussir. Le jeu vidéo, c'est un secteur très compliqué que vous avez quasiment nulle part ailleurs dans l'économie de marché actuelle. C'est un peu un kit ou double. Et c'est un kit ou double. Vous l'avez à la limite dans le cinéma, mais un peu moins parce que vous avez une capacité d'imposer au cinéma quel film va être diffusé. C'est-à-dire les grands diffuseurs ont des capacités d'imposer à pâté en disant je veux que tu me diffuses beaucoup ce film-là. Et comme vous avez beaucoup d'horaires de séances, bah, les gens ont envie d'aller le voir et puis ce genre de choses. Dans le jeu vidéo, c'est différent. Il y a vraiment beaucoup de jeux vidéo. Vous pouvez difficilement imposer aux joueurs de jouer à un jeu vidéo. Et donc vous avez une capacité d'imposer des nouvelles franchises qui sont vraiment très 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 limitées. C'est de l'ordre. Une franchise, on va dire, il en arrive, une vraie grande franchise, il en arrive une toutes les 2-3 ans, on va dire, dans le jeu vidéo. C'est vous dire la valeur quand vous réussissez à faire une franchise. Et encore récemment, on va dire que c'était encore plus rare. Il y a eu un peu moins d'une franchise par an qui est née. Après, vous avez ce qu'on appelle des mythes franchises, donc ça, c'est des choses un peu plus, voilà. Vous n'êtes pas sur de la franchise comme Star Wars, comme machin, vous n'êtes pas sur des franchises comme Assassin's Creed, des triple A vraiment de qualité, vous êtes sur des franchises double A, donc vous avez des gens qui arrivent à en faire. Par exemple, on peut dire que Focus Home, avec Vampire, est peut-être en train d'installer une franchise de double A de long terme, et fera plusieurs jeux Vampire et tout, voilà. Mais vraiment de la grosse franchise qui se vend à des millions d'exemplaires et tout, ça, si vous arrivez à avoir un petit acteur qui arrive à créer ça en interne et tout, ça a énormément, énormément, énormément de valeur. Voilà. Donc je vais voir s'il y a des questions. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il n'y a pas de questions. Donc on va continuer. C'est parfait. Hein. Donc après, on va parler de Steam. Alors, ce qui est intéressant avec Steam, c'est que ça marque bien l'importance du marché chinois. Donc Steam était présent dans le marché chinois à travers le store international, donc c'était pas un store dédié. C'est-à-dire le store international de Steam, c'est là où Steam n'est pas présent en propre, avec un store vraiment avec des équipes locales et tout. Ils amènent ce qu'on appelle le store international, il est présent partout, tout le monde consomme comme il veut et voilà. Ça a plusieurs désavantages, et pour Steam et pour les clients. Et Steam était présent en Chine à travers ce store international. Il faut savoir que Steam est très présent en Chine parce qu'ils éditent un jeu qui s'appelle Dota, qui est un jeu multijoueur qui est très très joué en Chine. Voilà. Donc voilà. Et en 2018, ils ont signé avec une entité chinoise qui s'appelle Perfect World pour amener leur plateforme en Chine. Alors pourquoi ça? Parce que déjà le gouvernement chinois met de plus en plus de bâtons dans les roues aux gens qui amènent des plateformes sans être présents sur le sol chinois. Alors pourquoi ça? Parce qu'il faut savoir que quand vous éditez un jeu vidéo en Chine, vous pouvez pas, vous passez pas à travers n'importe quoi. Vous passez à travers un organisme de contrôle. Et en fait, le parti communiste chinois est devenu de plus en plus dur avec le jeu vidéo et demande de plus en plus à ce que le jeu vidéo soit retravaillé, qu'on enlève certaines scènes qui correspondent pas au guidance du parti communiste chinois. Donc ça oblige de plus en plus les acteurs à se mettre dans ce marché-là. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que ce marché est un marché très 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 compliqué. Parce que par exemple, les éditeurs, les Sony, Microsoft, Nintendo, ils viennent dans ce marché pour installer des consoles. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de mal à vendre leurs consoles sur ce marché. Pourquoi? Malgré que ça commence à s'améliorer cette année, parce qu'en fait, le marché du jeu vidéo chinois est très très piraté.
énormément piraté. Surtout le marché console. Le marché PC un peu moins, mais le marché console, il est très très piraté. Voilà. Et plus vous mettez des limites, plus on se rend compte que ce marché, il est piraté. Et en fait, le marché des consoles, vous avez beaucoup de jeux qui sont piratés parce que le parti communiste chinois met beaucoup de restrictions à l'édition de ces jeux et les gens préfèrent jouer à des versions européennes ou américaines plutôt qu'à une version chinoise limitée. Voilà. Et donc, Valve est obligé d'éditer son store en direct. Et pour l'éditer en direct, il vient de le lancer en Chine. Et pour faire plaisir au Parti communiste chinois, surtout ce qu'il va faire, c'est que tous les joueurs qui jouent à Dota, qui jouent aux jeux multijoueurs comme Counter-Strike et tout de Valve, ben maintenant ils pourront plus se loguer sur le store international. Ils seront obligés de passer par la JV avec Perfect World, de se loguer sur le store chinois avec les infos en Chine et les méthodes de comptabilisation des genres de jeux chinoises et ils pourront plus loguer sur la partie internationale. Pourquoi ça? Alors, Valve a longtemps traîné du pied, hein. Même s'il a signé en 2018, en fait, ça a été une histoire un peu compliquée avec Perfect World. Ils ont mis beaucoup de temps à créer le store chinois et Valve y traînait un peu des pieds, mais ils ont été obligés au bout d'un moment d'y aller parce qu'en fait on leur a mis un peu le fusil sur la tempe et on leur a dit si vous faites pas comme on veut, on va vous gicler. C'est à peu près la manière de faire des Chinois, donc il faut toujours voilà. Et autant il était un temps où Valve s'en foutait un peu, c'est-à-dire ils étaient capables de dire c'est comme on veut et si vous voulez pas de nous, bah, les gens ils joueront pas à nos jeux et ils vont pas apprécier. Autant maintenant, il est dit que les revenus de Valve seraient de 20 à 30% liés à la Chine. Ça commence à faire beaucoup, surtout que sur les territoires européens, américains et tout, Valve est de plus en plus concurrencé. Là où avant, Valve avait une position vraiment avec Steam d'acteur majoritaire du marché et quasiment monopolistique, c'est-à-dire qu'en dehors des sites de vente de clés pour acheter des jeux vidéo moins chers et tout, et des magasins, vous aviez peu de sites de vente en ligne, vous aviez le Microsoft Store, ce genre de choses, mais c'était très très limité. Ça a pris de l'ampleur avec le temps et avec les consoles, et surtout sur l'aspect vente PC, ils ont eu beaucoup de concurrence de la part de l'arrivée de Discord, qui a lancé un service et qui a lancé son propre store, et aussi depuis quelques temps avec l'arrivée de l'Epic Store qui vient d'Epic Games et qui a profité de vraiment la traction de Fortnite pour installer un store concurrent. Et du coup, bah, ils ont de plus en plus de concurrence sur des pays où structurellement ils étaient très très forts et ils peuvent plus, voilà, ils peuvent plus combattre les Chinois et dire bon bah si vous voulez plus de nous, vous voulez plus de nous. Ils sont obligés de faire avec. Donc, ils sont obligés de s'adapter au marché chinois et il faut bien que vous compreniez que le marché chinois, maintenant, c'est un marché qui, pour le jeu vidéo, devient, je vais pas dire essentiel, mais quasiment essentiel. Sur le marché des consoles, un peu moins, mais sur le marché des jeux vidéo PC, c'est devenu vraiment essentiel parce que c'est un très gros marché et en fait, vous êtes obligé de faire comme les Chinois veulent, hein. Donc, il n'y a pas d'ISR à mettre dedans, il n'y a rien de. Voilà, vous pouvez être contre beaucoup de pratiques du Parti communiste chinois, mais si on veut vendre en Chine, il faut faire comme ils veulent. Voilà. Après, on va parler d'un petit acteur. Alors, c'est un acteur d'Europe du Nord, qui s'appelle Embracer Group et qui avant s'appelait THQ Nordic. Donc, c'est un acteur qui est né de la consolidation d'énormément d'acteurs en fait. C'est un acteur qui est né de MEA successives, donc de Merge et Acquisition. Alors en fait, pour bien comprendre, au début, c'était plutôt un acteur comme Focus Home, qui était un acteur éditeur, mais pas développeur de jeux. De base, leurs principaux actifs, ceux qu'ils ont rachetés assez vite, c'était des actifs d'édition de jeux asiatiques, hein. Ils ont édité par exemple les Dynasty Warriors, qui sont des jeux des beat'em all, enfin c'est pas vraiment des beat'em all, mais on va dire que c'est des beat'em all pour vous simplifier, voilà, que vous êtes assez néophyte dans le domaine, donc tout le monde connaît pas les termes, mais c'est des genres de beat'em all, et voilà, et du coup ils importaient beaucoup de jeux venus de ces pays-là, ils faisaient la traduction, ils les adaptaient un peu, et ils les vendaient. Ils ont vendu aussi pendant un temps des jeux qui étaient tirés de manga ou de ce genre de choses, voilà. Et doucement, ils ont acquis soit d'autres acteurs, enfin d'autres acteurs
de l'édition, généralement toujours dans cette stratégie de micro-niche. Hein. Les acteurs, ils ont par exemple acquis un acteur qui était dédié à l'édition pendant un certain temps des jeux vidéo narratifs asiatiques. Donc soit des jeux vidéo pour les hommes typés un peu érogués et tout, voilà, c'est des jeux olé olé on va dire, soit des jeux pour femmes de drague, voilà, c'est un truc qui a marché un temps et voilà ils ont toujours été comme ça et doucement ils ont commencé à acquérir d'autres briques et ils ont construit quelque chose de plus en plus gros et là ces dernières années vraiment ils deviennent colossales donc en rachetant à la barre du tribunal beaucoup des actifs de THQ ils ont déjà voilà repris le nom repris un certain nombre d'actifs des licences un peu qui commencent qui étaient connues ce genre de choses et tout doucement ils commencent à acquérir de plus en plus de studios et ils sont très agressifs et ils font ce qu'on appelle un M&A par action bifton. Alors l'action bifton, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc l'action bifton, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez émettre des actions, hein, voilà, et vous allez payer vos acquisitions avec ces actions. Donc l'avantage là-dedans, c'est qu'en fait, vous tendez très peu votre situation financière, vous diluez vos actionnaires actuels, mais c'est à peu près tout. Et plus votre cours de bourse monte, plus, entre guillemets, vous pouvez émettre des actions et ça vous dilue de moins en moins. Et donc ceux qui sont entrés au tout début, bah, finalement, la dilution devient anecdotique au fur et à mesure des rounds et c'est pas très grave. Et par contre, la boîte prend beaucoup de taille et garde une stabilité financière importante. Donc Embracer, c'est des gens qui ont déjà acheté 13 studios en décembre pour plus d'1 milliard. Et là, ils recommencent, ils acquièrent 3 studios, dont Gearbox. Et Gearbox, c'est très intéressant. Gearbox, c'est un studio qui est responsable du développement de ce qu'on pourrait nommer une licence phare. Alors, eux, ils sont responsables du développement de Borderlands, qui est un jeu vraiment... voilà, il y a eu plusieurs itérations, mais c'est vraiment un assez gros jeu dans l'univers du jeu vidéo actuellement. Après, ils ont acquis EasyBrain. Alors, EasyBrain, c'est une entreprise qui a une très forte croissance et qui est dans le jeu mobile. Et ils ont acquis Aspyr, c'est un peu plus petit, ça, mais c'est une entreprise qui fait des jeux vidéo un peu diversifiés et tout. Donc, ils ont acquis 3 nouvelles entités et ils pensent continuer à le faire. Et du coup, ça vous montre vraiment cette force. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je trouve que leur stratégie elle est très 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 intéressante. Déjà, elle montre bien la stratégie de l'action bifton, ce que vous voyez très peu en Europe. C'est très souvent utilisé aux États-Unis. Par exemple, Salesforce s'est construit comme ça. Salesforce s'est construit en ayant une valorisation qui était très haute, jugée déraisonnable par beaucoup d'acteurs de marché. Et en fait, avec cette valorisation, ils achetaient des concurrents qui payaient en partie en actions. Finalement, même si on jugeait l'action trop chère, et ben en fait, ce qui se passait, c'est que le business il remontait. C'est-à-dire que la valorisation plancher du business remontait et la valorisation blue sky, c'est-à-dire la plus belle si tout se passait bien, elle remontait. Et en fait, même si vous jugez du coup que la valorisation est trop élevée à un instant T, bah comme en fait le reste remonte mécaniquement, bah, il arrive un moment où la valorisation que vous jugiez trop chère à un instant T, à T plus 3, finalement, bah, elle est sous-valorisée. Et plus vous avez une action qui monte et qui est à un niveau blue sky, plus vous avez possibilité de faire de deals, plus vous créez de la valeur, et c'est un cercle qui s'entraîne. C'est un truc qu'en Europe on a très peu, déjà parce que les fondateurs généralement ils aiment pas du tout donner de l'equity, hein. On a une sainte horreur de donner de l'equity, je sais pas pourquoi, hein. Ça fait des années que j'essaie d'expliquer que donner de l'equity c'est pas grave, en plus on pourrait faire ce qu'on appelle des actions de classe A et de classe B, alors ça vous l'avez très peu sur le marché parisien, c'est quasiment ça n'existe pas. Vous avez au mieux des systèmes de si vous conservez l'action, vous avez plus de droits de vote et tout. Et là, en fait, chez Embracer, vous avez ça. Vous avez ce système de classe A et de classe B. Et du coup, vous avez plus de droits avec la classe A qu'avec la classe B. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, du coup, les fondateurs d'Embracer, ils ont, avec les anciens actionnaires, beaucoup de classe A. Et les nouveaux entrants du modèle, les studios acquis et tout, et qui sont payés en actions, ils ont beaucoup de classe B. Et du coup, c'est pas grave, ça dilue pas trop les fondateurs au niveau du contrôle, et ça permet à la société d'acquérir énormément de business. Voilà. Donc ça, c'est le principe de l'action bifton. C'est très important à comprendre parce que ça vous permet de vraiment monter. Et c'est important aussi à comprendre, c'est par rapport aux semaines d'avant,
on a parlé les semaines d'avant du risque du short. Et ben le risque du short, c'est ça. Vous allez shorter Embracer parce que vous trouvez que c'est trop cher. Le problème, c'est que vous shortez l'action Embracer, vous dites elle vaut 25 euros. Moi, je pense que le vrai prix, c'est de 15. L'action monte à 30. Ils émettent des actions à 30 pour acheter un business concurrent. Ça fait remonter votre valorisation théorique de 15 à 18. L'action d'Embracer, elle remonte, elle va à 35. Ils refont le coup. Et en fait, à force de refaire le coup, bah, votre delta, c'est-à-dire l'endroit où vous jugiez l'action sous-évaluée, bah, il se rapproche de votre prix où vous avez commencé votre short et vous finissez par avoir un short qui est plus du tout valable. Donc c'est pour ça le temps joue contre vous dans un short s'il y a une exécution de qualité. C'est pour ça qu'il vaut mieux shorter les boîtes où vous pensez qu'il n'y avait pas une exécution de qualité. S'il y a une exécution de qualité, il faut absolument pas shorter une boîte. Quand vous voyez une exécution de qualité, vous ne shortez jamais une boîte. C'est-à-dire, si vous shortez une boîte avec une exécution de qualité, vous êtes mort. Vous allez réussir une fois, peut-être deux, mais la plupart du temps, vous n'allez pas réussir. Ou alors sinon, il faut que vous soyez sûr qu'il y ait une fraude ou quelque chose comme ça. Et après, il faut la prouver. C'est-à-dire que quand vous avez une fraude, il faut réussir à la prouver. Chez Wirecard, ça a mis des années pour qu'ils arrivent à la prouver. Et ils avaient raison, ceux qui shortaient Wirecard. Mais tout le monde croyait qu'ils avaient tort. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc ça, voilà, il faut bien le comprendre. Le principe de l'action bifton. Et voilà, il faut comprendre que quand on est face à des gens qui ont de l'action bifton, c'est pas forcément intéressant de shorter les titres. Parce que même si vous vous dites, va y avoir un retour de papier, il va y avoir beaucoup de choses, c'est pas dit. C'est pas dit. Et en attendant, le business il grossit. Et plus le business grossit, plus vous avez de chances de perdre de l'argent avec votre short. Voilà. Donc surtout, ce qu'on peut noter, c'est que du coup, les trois nouveaux studios permettent à Embracer quand même de grossir de manière assez importante. Hein. Vous avez un ajout de développeurs externes d'un peu plus de 400 personnes. Vous avez des ajouts, voilà. Vous avez énormément d'IP qui sont ajoutés. Donc vous passez d'un groupe quand même qui était un groupe qui était assez inconnu il y a 10 ans, à un groupe qui va maintenant avoir plus de 244 IP, plus de 73 studios, voilà. Enfin, on compte les studios externes aussi. Et voilà, donc vous avez vraiment un groupe qui prend une taille vraiment assez exceptionnelle et qui rattrape en Europe Ubisoft, alors que il est vrai que pendant un certain temps, tout le monde disait en France, on a le numéro 1 du jeu vidéo en Europe et on sera jamais rattrapé. Et si, on peut être rattrapé parce que si on bouge pas et si on pense qu'on va croître qu'en organique, dans le monde actuel, croître qu'en organique, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Donc ça vous demande vraiment d'avoir des acteurs qui sont assez agressifs et qui pensent agressivement à leur marché. Et quand vous avez des acteurs qui pensent pas assez agressivement à leur marché, généralement vous avez des gens qui vont les rattraper derrière. Voilà. Donc on va continuer. Je regarde s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Continuons donc. Donc ce que vous voyez, c'est que ça marche plutôt bien pour Embracer. Hein. C'est-à-dire que voilà, l'action elle était à, je regarde, elle était à un peu moins de 5 dollars il y a quelques temps. Et maintenant elle est un peu plus de 22 dollars. Ce qu'ils ont payé, c'est en gros, ils ont fait ce que beaucoup de gens qui font de l'action bifton font. C'est quoi? C'est-à-dire on paye un prix juste en cash. Donc là, en l'occurrence, ils ont payé 363 millions d'euros par exemple pour obtenir Gearbox, ce qui valorise ça à 536 000 euros par développeur, dont un peu moins d'un quart est en cash et le reste est en action. Et après, par contre, ils donnent aux actionnaires de Gearbox des options à très long terme pour beaucoup plus d'argent, ce qui pousse ces nouveaux entrants dans le groupe à toujours être là, impliqués et à créer beaucoup de valeur. Voilà, donc on en parlera un peu plus tard de ça. Donc surtout, ce prix, même s'il peut paraître élevé par développeur, il n'est pas si élevé que ça quand on compare aux autres transactions sur des actifs de qualité pareille avec des croissances pareilles. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est que malgré le fait qu'ils ont racheté Gearbox, Take-Two restera éditeur de Borderlands. Alors, c'est pour le moment ça. C'est-à-dire, les infos que j'ai, c'est que le prochain Borderlands serait chez Take-Two. Le suivant, c'est pas encore dit.
C'est-à-dire, c'est un peu compliqué, j'ai essayé de me renseigner, j'ai eu des sons de cloche assez différents, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de contrat qui va lier sur plusieurs générations de Gearbox à Take-Two. En tout cas, pour le moment, c'est pas signé. C'est signé pour le prochain, mais pour ceux d'après, non. Donc il est possible que Embracer récupère la licence Borderlands pour les prochains opus. Pas celui qui arrivera là, mais ceux d'après. Voilà. Ça, c'est très important à comprendre. Voilà, donc vous avez un acteur qui acquiert une licence assez importante et qui monte de manière assez importante. Et plus il monte, plus il a de l'action bifton, plus il a de l'action bifton, plus il peut faire du deal. C'est un peu sans fin comme histoire. Donc voilà, là je vous explique comment fait Embracer. Donc là, c'est la technologie, enfin c'est la technique américaine. Je vous l'ai déjà expliqué un peu plus tôt. On a des actions, on fait des jeux avec des droits de vote pour que les actionnaires majoritaires restent actionnaires majoritaires et tout ça. Et surtout, avec ce système du coup d'action, ce que vous avez aussi, ce qui passe et qui est très intéressant, c'est que vous avez une possibilité d'acheter des business sans tendre votre structure financière. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple là, sur le coup, Embracer a payé 2,1 milliards de couronnes suédoises en cash, le reste c'est que de l'equity, et ils ont mis beaucoup d'equity. Et en soi, ces 2,1 milliards, ça fait quoi? Ça fait 2 fois les bits des sociétés acquises. Donc ça veut dire que la capacité de s'endetter et de tendre sa situation financière Embracer devient beaucoup plus importante parce qu'elles acquièrent des actifs pour pas cher. Et ce que votre banquier regarde, c'est pas du tout le nombre d'actions que vous avez dans votre capital. Ça, il s'en fout, votre banquier. Ce qu'il regarde, c'est votre compte de résultat, c'est votre bilan total, et ce qui l'intéresse, c'est l'EBITDA que votre business va faire et tout. Si vous diluez de manière colossale vos actionnaires, mais que vous rajoutez de l'EBITDA, il vous prêtera plus. Voilà. Il va peut-être vous dire, attendez, votre EBITDA, il vient d'acquisition, et donc vous ne pouvez pas me le comptabiliser comme vous voulez dedans, mais voilà, ce qui intéresse les marchés financiers et les prêteurs, c'est la situation financière totale de votre entreprise, et ça, en acquérant des business en cash, vous avez une capacité en action, pardon, vous avez une capacité de garder votre cash, de pas tendre votre situation financière, et donc de faire de plus en plus de deals, ou alors de racheter des actions. C'est ce que beaucoup d'US font. C'est-à-dire, ils émettent des actions, ils ne tendent pas leur situation financière, ils ne se mettent pas à risque. Une fois que le business a commencé à bien prendre, l'action est un peu plus haute, ils font des rachats d'actions et en fait, ils ont annulé les actions qu'ils ont émises. Alors ok, ils les ont peut-être rachetées plus cher que ce qu'ils les ont émises, mais en fait, ils ont réduit leur coût du risque au total. Parce que en faisant cette stratégie, ils ont fait peser le risque de l'achat sur les actionnaires et pas sur leur situation financière. Si vous faites peser le risque sur les actionnaires, vous avez un risque que l'action tombe, mais c'est tout. Si vous le faites peser sur votre compte de financement, vous avez un risque que la boîte explose et que les actionnaires aient plus rien. Et donc c'est ça qui est très important, c'est cette capacité qu'ont les Américains de retravailler la finance et d'utiliser la stratégie financière pour créer des nouvelles choses. Et ça, vous le trouvez beaucoup en Europe du Nord. Vous le trouvez très peu en Europe du Sud, mais en Europe du Nord, surtout en Finlande, en Norvège, au Danemark et tout, vous trouvez des sociétés qui ont très bien compris ce mécanisme financier et qui jouent avec ce mécanisme de l'ego et qui l'exploitent au mieux. Et ça, en France, c'est très très rare et c'est très dommage parce que ça donne des très très belles histoires. Voilà. Donc ce que vous voyez, c'est aussi que, encore une fois, comme font les Américains, comment favoriser du deal? Ça c'est simple. C'est soit vous payez cher en cash direct, soit vous payez cher en action avec énormément de conditions. Et si vous posez énormément de conditions et que vous ne payez pas cher en cash, qu'est-ce qui se passe? Vous allez peut-être payer très très cher le business, mais en fait, vous n'allez pas vraiment le payer le prix que vous affichez parce que vous avez mis plein de conditions. Donc si le business, il atteint le blue sky scénario, que les fondateurs du business que vous rachetez, ils exploitent à mort leur business correctement, tout le monde est gagnant, c'est un win-win. Si ils n'arrivent pas à exploiter correctement leur business, il vous a coûté pas si cher que ça. Et donc en fait, ce système de on vous paye à l'objectif, il permet d'aligner tout le monde et de créer des choses très 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 performantes qui obligent toutes les parties à être là. Par contre, ça vous oblige à être très 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 consciencieux.
En France, par exemple, on a vu que Lara Nova l'utilisait, mais ils l'ont très mal utilisé sans l'expliquer correctement, donc les marchés l'ont très mal compris. Ce qu'il faut faire quand vous faites du deal comme ça, et ce qu'il faut regarder quand vous regardez des sociétés, c'est quand des sociétés font ce genre de deal, c'est-à-dire qu'elles payent à la performance les boîtes, et qu'elles payent très cher à la performance, il faut bien que vous sachiez quand est-ce que la dilution peut arriver, quelle est la performance de la société, d'où on part, quelles sont les métriques et tout. Si vous avez toutes ces informations, vous êtes à même de juger de la pertinence du deal, et là ça peut devenir très très intéressant. Et donc là on le voit. Par exemple, dans le cas actuel pour Embracer, ce que vous avez, c'est que vous avez une société qui peut payer jusqu'à 21,8 milliards de SEC en actions. Voilà. Et les sociétés acquises pour que il y ait ces 21,8 milliards qui soient payés, il faut qu'elle ajoute dans les 6 années à venir 23 milliards d'EBITDA à la société Embracer. Donc ça veut dire que Embracer, si elle trouve que les sociétés acquises lui rajoutent 23 milliards d'EBITDA dans les 6 prochaines années, elle paiera 21,8 au management. Donc en fait, si on compte le cash qui est sorti par Embracer à l'heure actuelle, elle paiera à peu près la rentabilité des 6 prochaines années au management. Alors, quel est l'avantage? Déjà, pour les managements qui vendent, vous avez un avantage, ils ont du cash tout de suite. Ils ont vendu avec un peu de cash. Ils ont des actions, et en fait, c'est comme s'ils détenaient leur société sur les 6 prochaines années s'ils sont en Blue Sky Scénario. Sachant qu'en plus, s'ils sont en Blue Sky Scénario, comme ils ont été payés en actions Embracer, ils ont des fortes chances que l'action elle monte. Donc en fait, ils y gagnaient plus que ça. Et donc là, vous avez un phénomène qui est très compliqué et qui se met en place dans certaines rares sociétés. Vous l'avez sur Salesforce, comme je vous l'ai dit plus tôt. C'est un phénomène qui s'auto-entretient, où tout le monde est barbichette avec les autres et où le but de tout le monde, c'est de faire réussir l'autre. Et là, si vous avez vraiment un bon management, que vous n'avez pas de guerre d'ego et que tout le monde a des capacités, c'est tant que vous n'avez pas la petite bête et tant que vous n'avez pas le raté, c'est-à-dire la licence qui vous a coûté 200 millions d'euros et que vous n'arrivez pas à rentabiliser, ou le jeu que vous ratez complètement, ça peut continuer très longtemps. Et donc voilà. Et ça vous montre aussi qu'il faut toujours rester à l'affût. Embracer, c'est un groupe que je connais depuis quelques années, que j'ai regardé depuis quelques années. C'est un groupe en Europe du Nord et je vous invite à beaucoup regarder les sociétés en Europe du Nord. Il y a beaucoup de très 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 bonnes sociétés en Europe du Nord. Donc voilà, donc pourquoi ça marche? Bon, ça je vous l'ai dit. Hein. Et ça marche aussi ce genre de business de build-up, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça marche aussi quand vous êtes dans un marché où, entre guillemets, vous avez un nombre d'acteurs dans votre taille qui est un peu limité. Ça, je ne vous l'ai pas dit plus tôt. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, dans le jeu vidéo, comme vous avez peu d'acteurs qui pèsent 5 milliards, et entre 5 et 15 milliards, soit pour les investisseurs, vous devez aller sur des gros acteurs qui sont déjà des acteurs installés, et donc la croissance et le risque, il est assez faible, mais voilà, vous avez une limitation. Soit sur des acteurs beaucoup plus petits, et si vous allez sur des acteurs beaucoup plus petits, vous avez le risque qu'au moindre succès ou échec d'un jeu vidéo, il y ait soit une gros gain, soit une grosse perte, donc vous avez quelque chose de beaucoup plus compliqué. Alors que si vous allez sur un acteur du milieu de gamme, déjà vous avez deux avantages, c'est-à-dire comme ils sont de plus en plus rares, vous avez un effet de rareté. C'est-à-dire que les acteurs comme Microsoft, Sony et tout, quand ils cherchent des petits studios entre, allez, disons 2 milliards et 10 milliards, ça court pas les rues. Donc, ce qui court pas les rues est cher. Voilà. Encore une fois, on en revient toujours au même principe. Et donc là, ce que vous avez chez Embracer, c'est une capacité vraiment à construire un groupe en étant au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire, ils ont acquis beaucoup de studios d'édition au début, là où personne voulait aller et là où ça intéressait personne. Ils ont commencé à acquérir des studios pour créer les contenus et créer les jeux avant les autres, c'est-à-dire avant Focus Home, avant Nacon et tout cela. Et maintenant, ils sont dans la tranche où ils sont un gros studio qui commence à prendre de l'ampleur. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et ils vont continuer à devenir de plus en plus gros. Et c'est là que vous voyez que, par exemple, les Guillemots, ils ont fait une erreur. Et pourquoi les Guillemots, ils ont fait une erreur? Parce que les Guillemots, ils étaient archi-leaders en Europe, mais vraiment de très 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 loin. Et malgré le fait que le stock est énormément monté, que l'action d'Ubisoft est montée, ce qu'on ne voit pas dans l'action d'Ubisoft, c'est toutes les erreurs de management. Et il y en a eu énormément. Alors déjà, vous avez une vision chez les Guillemots, c'est ils compartimentent leur business. Alors ça peut être intéressant quand vous êtes un pic de marché et que vous compartimentez votre business, vous favorisez une meilleure vision de vos business et une meilleure valorisation.
Mais quand vous êtes dans une croissance, compartimenter votre business, c'est pas une bonne chose. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans une croissance, le problème que vous avez en compartimentant votre business, c'est que vous le rendez plus petit. Si vous le rendez plus petit, vous lui filez moins de possibilités de faire des choses. Pourquoi ça? Parce que quand vous avez un business avec, mettons, 3 business units différentes, si vous êtes les 3 en croissance, c'est difficile d'investir dans les 3, mais vous allez faire des choix. Celle que vous pensez les meilleures et tout. Mais imaginons, dans le marché, vous n'avez jamais une croissance qui est linéaire. Généralement, vous avez des opportunités, puis vous avez des moments où il n'y a plus d'opportunités. Et ben, l'avantage d'avoir ces 3 divisions, c'est que généralement, la division où vous avez beaucoup d'opportunités, vous investissez beaucoup. Après, elle rediminue, vous investissez sur l'autre division. Et en fait, vous avez toujours des opportunités de deal et des opportunités de choses à faire pour gagner de la part de marché. Et vous allez jouer sur ces différents segments et vous intéresser plus à l'un, plus à l'autre. Et puis, vous allez monter en gamme et créer des choses. Et en fait, ce qu'aurait pu faire les Ubisoft, c'est que le jeu vidéo, c'est un secteur qui, ces dernières années, a beaucoup monté. Mais en fait, il y avait beaucoup d'opportunités à une certaine époque sur l'édition de AA et Ubisoft n'en a pas profité. Après, ça a été nettement plus compliqué sur le AA, c'est un peu redescendu, mais par contre, il y avait une opportunité sur l'hardware. Et sur l'hardware, je vais enfin y arriver. Ubisoft, ils avaient ce qu'on appelait Guillemot Browser, qui est une société, enfin Guillemot Corp. Et c'est une société qui fait des volants de course, ce genre de choses, qui a très bien performé cette année et tout. Mais c'est une société qui aurait pu racheter beaucoup de ses concurrents à une certaine époque. Mais comme elle était trop petite et qu'elle n'avait pas les moyens financiers, elle ne l'a pas fait. Et du coup, ils ont raté leur possibilité d'avoir un très très gros business de hardware, d'avoir des très bonnes synergies et tout. Et la même chose, ils ont coté sur le même principe Gameloft en disant il faut séparer le business console du business mobile. Du coup, ils ont eu beaucoup de mal à amener les licences de la partie console à mobile, parce que voilà, vous avez des effets, vous avez 2 managements différents, vous êtes obligé de négocier des deals sur qui gagne quoi, comment et tout. Ça devient tout de suite plus compliqué. Alors que si vous êtes dans un groupe uniforme, bah, toutes ces histoires de deal et tout, en fait, ça se mélange dans le compte de résultat. Le grand chef, c'est le grand chef de tout le monde. Et en fait, c'est lui qui décide. Et si vous dit c'est comme ça et pas autrement, c'est comme ça et pas autrement. Chez Guillemot et tout, vous avez eu des guerres entre le management de Gameloft, le management d'Ubisoft et tout. Et ça a été un peu compliqué. Et donc, ils ont raté leur capacité à créer un groupe diversifié. Et maintenant, c'est un groupe qui édite, qui a des consoles et qui a du gaming et qui n'est pas diversifié. A l'inverse, chez Nacon, ils ont choisi l'autre stratégie. Ils sont partis du hardware, ils commencent à intégrer des studios, mais ils essayent de garder tout intégré dans un seul groupe. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils partent du principe que quand ils vont créer des licences, par exemple, ils vont pouvoir faire des casques ou des souris avec ces licences-là. Et ils vont gérer toute la vie de la licence sur le segment du jeu vidéo. Et en gérant toute la vie dans le même acteur, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et vous avez un acteur français qui est un acteur leader, qui est en train de se faire rattraper par un acteur d'Europe du Nord. Et pourquoi ça? Parce qu'ils n'ont pas fait les bons deals au bon moment et qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et c'est vraiment un énorme problème en France. Vous avez très peu de sociétés qui font du deal flow de manière assez importante. Et vous avez une peur du deal flow et pas cette capacité. Et surtout, ne jamais croire qu'en extrayant un business d'un autre business, vous allez lui apporter de la valeur. Ça arrive quelquefois sur des marchés sur des métiers très, très matures. Vous allez extraire un business et la société, le marché va mieux le comprendre. Mais dès que c'est de la croissance ou dès que c'est des marchés un peu de spécialité ou trucs comme ça, c'est pas dit qu'en extrayant un business d'un plus gros business, vous allez vraiment montrer sa croissance. Ça, c'est un truc que beaucoup de banquiers d'affaires vous vendent, mais au final, moi j'ai connu plein de boîtes qui ont essayé de faire ce système-là, d'extraire un de leurs produits de leur offre globale pour avoir une meilleure valorisation. C'est pas forcément vrai. Ça existe un peu aux États-Unis, mais c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Si c'était si simple que ça, vous auriez des gens dont c'est le métier qui achèteraient des actifs, qui iraient les vendre à la découpe, et il y a beaucoup de gens qui feraient ça. C'est pas si facile et vous n'avez pas tant d'acteurs que ça qui font de la vente à la découpe. Pourquoi vous n'avez pas tant d'acteurs que ça qui font de la vente à la découpe? Parce que justement, c'est pas aussi simple qu'on veut vous le dire. Voilà. Et ben voilà, on a fini. Donc je vais voir s'il y a des questions. Hein?
Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur Embracer ou sur les autres acteurs du marché? On va voir. Hein. Ah, alors, ils ont communiqué chez Focus. Eh ben, très très bien. Ils ouvrent à Montréal. Alors oui, ben, beaucoup d'acteurs qui ouvrent à Montréal. Il y a un très très bon écosystème. Si Ubisoft a ouvert là-bas, c'est parce que le gouvernement du Québec offre d'énormes crédits d'impôt aux éditeurs de jeux vidéo et aux créateurs de jeux vidéo. Et du coup, c'est une terre très très féconde pour les jeux vidéo. Ils ont pris le parti de faire un peu comme nous avec le crédit d'impôt, pas innovation, mais culture, enfin je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu vidéo, mais vous avez un crédit d'impôt et vous avez une capacité, voilà. Mais ils vont encore plus loin, les Canadiens. Quelles sont les principales licences d'Embracer? Alors, vous avez beaucoup de licences chez Embracer. Alors, on va aller voir ça. Alors, bah, déjà maintenant vous allez avoir comment s'appelle Borderlands qui est vraiment la licence phare entre guillemets parce que vraiment voilà c'est un jeu de de comment dire, c'est vraiment un jeu très très phare. Bon bah après vous avez comme licence vous avez beaucoup de choses hein. Vous avez Metro qui est un FPS, vous avez Saints Row, vous avez God Simulator qui est un jeu un peu rigolo, vous avez Dead Island, vous avez Darksider, enfin, vous avez World War Z, voilà, vous avez beaucoup de jeux. Alors, vous n'avez pas tant de licences que ça, de très grosses licences connues comme aurait Ubisoft ou ce genre de choses, mais vous avez beaucoup de licences d'assez bonne qualité et voilà de choses voilà de licences on va dire c'est des licences triple A sans être des choses vraiment exceptionnelles exceptionnelles. C'est, on va dire, un peu entre les deux. J'aime dire que c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est vraiment. C'est le niveau au-dessus de Focus Home et des licences de Focus Home, mais c'est pas non plus le niveau des licences d'Ubisoft. C'est pour ça que ça n'a pas encore dépassé Ubisoft. C'est pas, vous n'avez pas d'Assassin's Creed, vous n'avez pas de tout ça, mais vous avez beaucoup de licences. Comme ils ont acquis des studios, ils ont souvent acquis des studios qui étaient un peu en difficulté ou ce genre de choses. Et donc ils ont acquis des licences qui étaient un peu en déperdition et tout. Donc tout ce qui est Saints Row et tout, c'est d'anciennes grosses licences qu'ils essayent de remettre au bout du jour. Mais voilà, vous n'avez pas. Mais par contre, vous avez un pool de licences qui est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que même Ubisoft n'a pas un pool de licences aussi diversifié que ce qu'a Embracer maintenant. Ou alors après, si Ubisoft là, mais en allant chercher des licences qu'ils ont pu développer depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, on peut toujours aller sortir ces vieilles licences. Mais vous avez beaucoup de sorties, vous avez beaucoup de double A aussi chez Embracer, qui est une grande mode. La mode sur Focus et sur tous ces petits éditeurs, c'est les double A. C'est des gens qui éditent des double A où on cherche des jeux vidéo qui vont permettre de gagner 20, 30 millions d'euros, mais qui ne sont pas des triple A, qui sont vraiment des jeux du niveau d'en dessous. Moi, chez Embracer, vous avez pas mal de double A. Ils sont en train d'aller vers le triple A en acquérant des licences de qualité et en acquérant des studios un peu plus solides comme Gearbox. Ça va vraiment dans ce sens-là, hein, parce que vraiment Borderlands c'est un triple A. Donc voilà. Mais sinon, il n'y a rien à dire de plus sur les licences d'Embracer. Et au niveau mobile, vous avez des licences un peu connues, mais c'est du jeu mobile et vous n'avez pas non plus de licences qui font partie du top 10 des jeux mobiles et tout. C'est des jeux mobiles qui ont de la croissance, mais qui sont, voilà. Est-ce qu'ils vont durer dans le temps? C'est une question que les actionnaires peuvent se poser, qu'on peut se poser. Après, le développement des studios, la croissance des studios qu'ils ont acquis pousse à comprendre que c'est des gens qui ont bien compris le business et qu'on voilà. Mais c'est plutôt des acteurs qui sont diversifiés avec beaucoup de licences et qui n'ont pas de licence phare vraiment, mais qui s'installent doucement et qui construisent doucement. Et ça, c'est un truc intéressant parce qu'à leur niveau, avec le cash qu'ils ont, ils pourraient très bien se dire bon, bah écoutez, on a du cash, on a du machin, on met 500 millions d'euros sur la table et on va chercher une licence.
Ils pourraient faire comme Amazon qui a mis 500 millions d'euros sur la table pour créer des jeux vidéo et qui n'a rien sorti. En fait, leur théorie, c'est tout à fait autre chose. C'est d'aller acquérir des petits jeux, puis de les faire monter en compétences, faire monter ses studios et de créer quelque chose. Voilà. C'est pour ça que moi, c'est un groupe qui me plaît bien. Parce que ça prouve que s'ils réfléchissent comme ça, ils ont bien compris le risque et ils essayent de diminuer le risque du business et ce genre de choses. Et quelqu'un qui essaye de diminuer le risque de son business, c'est toujours une bonne chose. Vraiment, il faut toujours vous dire que quand vous investissez dans une société où vous avez des actionnaires, enfin des fondateurs qui essayent de réduire de réduire le risque tout en maximisant les possibilités, oui, voilà. Bah, après, chez les Guillemot, c'est différent, parce que chez les Guillemot aussi, pour répondre à la dernière question, c'est un peu compliqué, parce que les Guillemot ont une histoire familiale, et quand vous avez une histoire familiale, c'est compliqué, vous avez les enfants, vous avez les héritages, et généralement, les empires qui sont comme ça en train d'être cédés, ou qui vont être cédés comme ça, à travers les différents enfants, petits-enfants et tout, c'est très très compliqué. C'est pour ça qu'il faut mieux aller dans les empires où vous avez peu de familles ou alors des choses très très bien gérées. Chez Hermès, c'est très bien géré. Chez Bolloré, vous pouvez vous dire que c'est très bien géré. Chez Bernard Arnault, c'est très bien géré. Donc, c'est chez ces gens-là qui gèrent très très bien, c'est une très bonne chose. Chez les autres, il faut toujours faire attention. Et vous avez d'énormes groupes où ça aurait pu poser un problème et où les gens préféraient sortir du groupe ou alors ne pas donner les droits de vote à leurs enfants plutôt que de laisser leurs enfants prendre la tête du groupe et tout. Vous avez très bien, vous avez Bill Gates qui l'explique assez bien plusieurs fois dans des bouquins et dans des trucs comme ça. Il vous explique que s'il sort de Microsoft, c'est en partie pour investir dans sa fondation, mais c'est aussi parce que il veut pas que ses enfants héritent de Microsoft et tout, parce que il pense que ça pourrait créer des distensions, des choses comme ça, et que ça serait pas bon pour l'entreprise. Et il faut toujours raisonner pour l'entreprise. C'est très important. Quand vous avez un management qui raisonne pour l'entreprise, vous avez toujours un marché qui va valoriser ça. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que quand on raisonne pour autre chose que l'entreprise, généralement, la valeur, elle va diminuer avec le temps. C'est-à-dire que si vous essayez d'arnaquer le marché, il va finir par le savoir. Et il va finir par mal le prendre et par vous mettre des bâtons dans les roues et vous mettre un cours d'action très très bas. Et puis après, vous allez avoir des activistes et tout ça. Bah, ce qu'on peut dire, c'est par exemple chez Lagardère. Lagardère, pendant des années, il s'en est foutu du marché. Il a dit à tout le monde que c'est lui qui décidait et qui faisait tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à force, il a fini par tellement tendre son groupe, par tellement le gérer de façon inefficace, qu'il y a des gens qui sont arrivés sur le marché et qui ont dit bah, le groupe il est mal géré, j'arrive et je veux prendre et je veux être calife à la place du calife et virer le patron. Et ça, c'est un risque que vous avez quand vous avez un patron qui ne comprend pas ça, c'est qu'au bout d'un moment, il risque d'avoir un investisseur activiste qui arrive. Et c'est pour ça que les activistes, c'est une très bonne chose, contrairement à ce que beaucoup de Français vous disent et ce qu'on voit dans beaucoup de médias français. Les activistes, ils n'arrivent là que parce qu'il y a une raison. Il y a un management qui est très très mauvais. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'exaspère en ce moment, c'est le deal Veolia et Suez. Vous avez un acteur qui va en racheter un autre, voilà, et vous avez un management qui dit mais moi je veux pas être acheté. On s'en fout que le management ne veuille pas être acheté. Son action elle a rien fait pendant 10 ans, ils ont produit aucune valeur, il y a un acteur qui vient qui propose aux actionnaires un deal. Si les actionnaires ont envie d'accepter ce deal, ils acceptent ce deal, ils vendent leurs actions, et le management de l'entité qui a été mal géré, bah, il gicle. Voilà. Et c'est comme ça qu'un marché est bien géré. Voilà. C'est oui, au même titre que les shorters sont essentiels. Si vous n'avez pas de shorters, vous avez des mecs qui vous monter des mythos, voilà. Les mecs de chez Wirecard, ils ont monté un truc sans fin. Et si vous avez vraiment aucun shorter sur le marché, vous avez personne qui s'intéresse aux problématiques de ces sociétés, et vous avez un risque. Parce qu'en fait, vous avez le risque que ces sociétés elles deviennent tellement grosses dans le marché qu'elles deviennent systémiques, quasiment, un peu comme Enron, et que quand le jour où elles explosent, que là, ça fasse beaucoup de dégâts. Alors que généralement, ce que vous avez avec les shorters, c'est que bah, les boîtes comme ça qui grossissent vraiment beaucoup, de manière très très agressive et très très vite, elles sont analysées, et quand elles arrivent à 10-15 milliards de valorisation, vous avez toujours des shorters qui vont vous prévenir, vous dire ah non, je pense que c'est pas. Et si vous avez personne qui vous prévient, c'est que généralement le business il est plutôt bon et que les choses sont plutôt bien faites. Et si vous avez des shorters, ils n'ont pas forcément toujours raison, mais ça veut dire qu'il y a des choses quand même qui laissent penser que. Alors après, chez les shorters, vous avez aussi des gens qui sont des très mauvais shorters et qui sont des gens
voilà, qu'il faut pas écouter. Mais vous avez des gens qui sont essentiels. Et généralement, bon voilà, le marché c'est un peu comme la vie de tous les jours et c'est comme voilà, c'est comme dans la forêt. Le sanglier est aussi essentiel que le moustique et il faut les deux pour que la vie tourne et tout. Et ben dans le marché c'est la même chose. Le shorter est essentiel et voilà. La solution 30 c'est très compliqué. Je ne veux pas en parler là parce que c'est un truc, c'est une histoire très compliquée. Moi, je pense que c'est un groupe qui a beaucoup fait de croissance. Je vous invite toujours, quand vous avez un groupe qui fait beaucoup de croissance, vérifiez ses comparables. Voilà, allez voir les comparables. Si vous avez des comparables qui font 10% de croissance et que votre groupe en fait 50, s'il fait ça en acquisition, vous pouvez regarder comment est-ce qu'il acquis, avec qui et tout. Si vous n'avez pas d'explication à un groupe qui fait beaucoup plus de croissance que ses comparables et que vous n'arrivez pas à comprendre, vous partez. Voilà. Faut pas essayer de. Voilà, des sociétés, il y en a plein, et si vous comprenez pas, faut laisser tomber. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, vous avez un risque que ça vaille zéro, et que les gens vous aient menti. Ça, après, c'est toujours compliqué. Et le problème, c'est quand est-ce que le risque va se matérialiser. Ça, vous pouvez jamais le savoir. Ça peut être lundi, ça peut être mardi, ça peut être dans un an, ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 40 ans. Vous le savez pas. Et vous pourrez jamais le savoir. Les gens qui shortaient Wirecard, ils savaient pas vraiment quand est-ce que vraiment tout le monde allait s'intéresser à ça et que tout le monde allait. Et il a même fallu que ça soit un journal qui publie, qui republie, qui montre par A plus B qu'il y avait des fausses, des fraudes. Bon, bah, si Wall Street Journal n'avait pas fait ce qu'il a fait, peut-être que Wirecard serait toujours une des vedettes du marché allemand. Et oubliez pas que GoEx, 3 semaines avant de recevoir, enfin de ne plus rien valoir, il y avait encore le prince d'Espagne qui allait visiter, enfin le roi d'Espagne, je ne sais plus si c'était le prince ou le roi d'Espagne, qui allait visiter ses locaux. Et tout le monde vous disait que c'était la success story espagnole des high-tech. Les gens ont tendance à oublier ces histoires. Mais il faut toujours s'en souvenir. Toujours. Et voilà, quand tout le monde vous dit c'est magnifique, c'est beau et tout, vous laissez pas berner. Si vous n'arrivez pas à comprendre, vous achetez pas. C'est assez basique. Et si vous comprenez, vous pouvez acheter. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'autres questions pour ce soir. Bah, du coup, on va arrêter là. On a fait 1 heure. C'est bien. J'avais dit qu'on allait essayer de tenir sur 1 heure et pas sur 1h30. Bon, c'est pas mal parce que voilà, 1 heure, je pense que c'est bien. Puis surtout, voilà, n'hésitez pas avec les questions. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, hein. Vous avez le mail des publications Agora. On essaiera de répondre aux questions sur le site ou en vidéo. Puis si vous avez d'autres choses qui vous intéressent, qu'on traite en vidéo et tout, c'est des trucs qu'on pourrait faire. Bon, peut-être plus tard dans l'année, peut-être les résultats des GAFA, une vidéo par résultat pour analyser un peu ce qui s'est passé dans l'univers. Je sais pas, j'y réfléchis encore. Mais surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées, ce qui vous plairait. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Et puis surtout, n'oubliez pas, hein, bientôt on sort NTI Europe. On va vous préparer quelque chose d'assez sérieux avec beaucoup de contenu. Et je vous invite, même si vous ne voulez pas vous abonner au service, à bien suivre parce qu'il y aura pas mal de contenus gratuits qui seront donnés voilà, pour vous mettre en avant le service. Et c'est des contenus qui pourraient vous intéresser, qui ont pas mal de valeur éducative. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Hein, et puis surtout, voilà, n'hésitez pas les questions, n'hésitez pas à écrire à Agora. Voilà, voilà. Allez, au revoir.